Céleste Mercier a ri quand la vieille berline s'est arrêtée devant l'hôtel. Après une nuit où son conseil d'administration l'avait coincé dans un accord qui la dépouillait de son pouvoir, la PDG ivre a franchi les portes du hall et a fixé le chauffeur en veste fanée avec un mépris ouvert. Vous êtes sûr que c'est mon taxi pour rentrer et pas quelque chose qui part à la casse? Grégoire Lacroix n'a rien dit. Il s'est contenté d'ouvrir la portière arrière, de lui tendre une bouteille d'eau et de la conduire sous la pluie. Mais quand la voiture s'est arrêtée devant le domaine Langlois et que la mère de Céleste a surgi sur le perron, la femme a pâli. Grégoire, a-t-elle murmuré. Mon gendre. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi une mère a reconnu le chauffeur père célibataire que sa propre fille venait de moquer. L'hôtel Aurélien se dressait à la lisière du quartier d'affaires de la Défense, comme un monument aux accords conclus dans la pénombre. Et ce jeudi soir de fin novembre, chaque table du grand salon était drapée de linge blanc pour une réunion qui n'était pas une célébration, mais une reddition déguisée en champagne. Céleste Mercier, 36 ans, PDG de Mercier Industries depuis 4 ans, était entrée dans cet hôtel convaincue qu'elle tenait encore le volant. Elle avait passé 3 heures à le voir lui être arraché, plat après plat. Le conseil avait été patient, Vincent Mercier avait été charmant, et Gérard Hélary avait été précis comme toujours lorsqu'il enterrait quelque chose d'important sous un langage si soigné qu'il ne laissait presque aucune empreinte. Quand les assiettes de dessert furent dépouillées et débarrassées, un avenant fut placé devant Céleste avec la suggestion tranquille que sa signature, ce soir-là, rassurerait les investisseurs. Un avenant qui, si elle avait signé, aurait transféré la supervision opérationnelle des principaux actifs industriels de Mercier à un comité de filiales dont Vincent avait passé 6 mois à façonner soigneusement la composition. Céleste n'a pas signé. Elle a commandé un autre verre de vin et s'est assise avec la solitude particulière de quelqu'un qui vient de comprendre que les gens qui l'applaudissent de l'autre côté de la table préparent par son départ depuis plus longtemps qu'elle n'est dans la pièce. Vincent s'est penché en passant et lui a dit de dormir dessus. Sa voix portait juste assez de chaleur pour que la menace ressemble presque à un conseil. Gérard était déjà près de la porte, une main sur son manteau, l'autre sur son téléphone, déjà passé à la suite. Le chauffeur personnel de Céleste avait envoyé un message à 23 heures prétextant une urgence familiale. Elle comprendrait plus tard que ce n'était pas une coïncidence. Son assistante avait été appelée plusieurs heures plus tôt pour gérer une crise de dépôt de documents qui avait elle aussi été fabriquée. Les gens qui l'avaient entourée toute la soirée étaient des partis avant qu'elle n'ait pleinement réalisé qu'il s'en allait. À 23h30, Céleste Mercier se tenait sous l'auvent de pierre de l'hôtel, sous le début d'une pluie froide parisienne, les talons mouillés, essayant de réserver une voiture sur son téléphone avec des doigts qui ne coopérèrent plus tout à fait. Quand la berline noire est enfin apparue, et s'est approchée d'elle avec le calme nonchalant d'une voiture qui n'avait aucune raison de se presser, elle a plissé les yeux depuis sous l'auvent et a senti quelque chose dans sa poitrine qu'elle était trop fière pour nommer soulagement. La voiture était plus ancienne qu'elle ne s'y attendait. Un véhicule pratique d'un gris profond avec une petite fissure dans le coin du rétroviseur côté conducteur qu'elle a remarqué immédiatement. Parce que Céleste Mercier remarquait les choses qui lui disaient à qui elle avait affaire. Le chauffeur est sorti sous la pluie fine, sans capuche. Un homme grand, aux cheveux foncés, dans une veste qui avait été belle autrefois, a confirmé son nom d'une voix posée et polie, et a tenu la portière arrière avec la courtoisie stable de quelqu'un qui n'avait besoin d'impressionner personne. Céleste a regardé la voiture. Elle a regardé l'homme. Puis elle a dit assez fort pour qu'un portier de passage l'entende. « Vous êtes sûr que c'est mon taxi pour rentrer et pas quelque chose qui part à la casse ?» L'expression du chauffeur n'a pas changé. Il s'appelait Grégoire Lacroix. Il avait 39 ans. Il était debout depuis 6 heures du matin à réparer une boîte de vitesse dans un atelier du nord de Paris. Et il lui restait 3 heures de service avant de pouvoir rentrer auprès de sa fille. Il n'a rien dit. Il a tenu la portière ouverte. Il a attendu. Céleste est montée. La ville défilait derrière les vitres striées de pluie en taches d'or et de rouge, tandis que Grégoire prenait la direction du nord-ouest, vers le domaine Langlois, où la mère de Céleste gardait la maison dans laquelle Céleste avait grandi, et où, les soirs où les choses tournaient mal d'une façon que l'argent ne pouvait pas réparer, Céleste revenait encore parfois. Elle n'avait pas dit à Grégoire pourquoi elle allait chez sa mère plutôt que dans son propre appartement, mais elle avait donné l'adresse sans explication, ce que Grégoire avait compris comme une réponse en soi. Il avait laissé le chauffage tourner doucement, posé une bouteille d'eau scellée dans le porte-gobelet à sa portée,
et s'était installée dans le silence sans le remplir de rien d'inutile. Céleste était assise à l'arrière, talons ôtés, bras croisés, avec l'air de quelqu'un à qui l'on venait de remettre une défaite qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître, mais qu'elle ne pouvait plus feindre non plus. Elle lui a demandé depuis combien de temps il conduisait. Il a répondu quelques années. Elle a demandé s'il faisait autre chose. Il a dit qu'il travaillait sur des voitures le jour. Elle a fait un petit bruit qui n'était ni tout à fait un rire, ni tout à fait un ricanement, quelque part entre les deux, et a dit qu'au moins les gens dans son métier pouvaient échouer en privé sans une salle pleine d'investisseurs à les regarder. La phrase avait commencé comme une cruauté et s'était terminée comme quelque chose de plus compliqué, parce que même Céleste entendait le chagrin dedans arriver au bout. Grégoire n'a rien dit, a gardé les yeux sur la route et a ralenti prudemment quand les pneus ont touché un tronçon de chaussée mouillé près d'un passage supérieur. Elle lui a dit qu'il ne pouvait pas comprendre ce que c'était d'avoir une entreprise entière menacée, celle que son père avait passé 30 ans à construire, par des gens qui avaient daubé manger à sa table toute l'année. Elle l'a dit avec la conviction de quelqu'un qui n'a jamais vécu que dans un seul genre de monde et ne peut imaginer qu'un autre genre ait sa propre version de la perte. Grégoire n'a pas discuté. Il a noté le virage qui arrivait, a vérifié son rétroviseur et a dit calmement que la plupart des gens qui travaillaient la nuit comprenaient à quelque chose à la protection de ce qu'ils avaient rebâti, même si ce qu'ils avaient rebâti n'avait pas de conseil d'administration. Céleste l'a entendu et a choisi de ne pas répondre, ce qui signifiait qu'elle l'avait entendu plus clairement qu'elle ne le voulait. Le téléphone dans le porte-gobelet s'est allumé. Le nom sur l'écran était Apolline. Grégoire y a jeté un coup d'œil, puis est revenu à la route et n'a pas décroché, parce qu'il conduisait et parce qu'il avait une règle qu'il tenait sans avoir besoin de l'expliquer à personne. Céleste a vu le nom et a dit, avec ce tranchant particulier que l'alcool donne aux choses déjà tranchantes, qu'elle espérait que sa fille savait que son père passait ses nuits à conduire des femmes comme elle sous la pluie à minuit. Grégoire n'a pas réagi comme elle s'y attendait. Il n'a pas crispé les mains sur le volant, ni laissé entrer quoi que ce soit de froid dans sa voix. Il a simplement dit « Ma fille sait que je sors chaque soir pour rentrer auprès d'elle. » La simplicité de la phrase s'est posée à l'arrière sans cérémonie. Et Céleste est restée un moment avec ça avant de recouvrir le silence de paroles qu'elle ne voulait pas tout à fait dire. Elle a parlé d'argent et de proximité avec la vraie vie, et de la façon dont certaines personnes passaient toute leur existence en dehors de la sphère, où quelque chose d'important se produisait. Grégoire a attendu qu'elle ait fini, puis a dit, sans inflexion et sans malice, « Parfois, les gens en dehors de cette sphère voient des plus clairement que ceux qui vivent à l'intérieur. » Céleste a fait un bruit court, sans humour, et a qualifié ça de philosophie de pacotille venant d'un homme qui conduisait une voiture au rétroviseur fêlé. Mais les mots s'étaient à déposer quelque part en elle, sous le vin et la colère, dans un endroit qui ne se tairait pas avant que la nuit soit finie. Les grilles du domaine Langlois sont apparues au bout d'une longue allée privée, ses piliers de pierre éclairés par en dessous, et Grégoire a conduit la berline vers l'entrée. Céleste s'est redressée, par réflexe, par habitude ou par orgueil, ou les deux. Grégoire a arrêté la voiture à l'intérieur de la grille de pierre, est sorti et a ouvert la portière pour Céleste avec la même courtoisie stable qu'il avait maintenue toute la soirée. Elle a pris la main qu'il lui tendait parce que le sol était humide, que ses talons étaient ôtés et qu'elle n'était pas disposée à tomber devant la maison de sa mère. Il a appuyé sur l'interphone, a reculé, et se tournait déjà vers la voiture quand la porte d'entrée s'est ouverte. Mireille Langlois est descendue les marches de pierre dans un peignoir sombre qu'elle avait enfilé à la hâte, les cheveux argentés dénoués. Et son expression portait cette tension particulière, faite à parts égales de soulagement et de reproche. Elle était restée éveillée des heures à surveiller la fenêtre, parce que Céleste avait cessé de répondre au téléphone à 22 heures, et Mireille avait appris depuis longtemps que le silence après minuit n'était jamais simple. Elle était à mi-chemin de l'allée avant de regarder au-delà de Céleste, et alors elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée comme si le sol avait bougé, non pas de la façon dont on trébuche, mais de la façon dont on voit un visage qui appartient à une partie fermée et verrouillée de sa vie se tenir inopinément sous la lumière du porche. Ses yeux ont parcouru lentement le visage de Grégoire, puis sont descendus jusqu'à son col, où une fine chaîne disparaissait sous le col de sa veste. Le souffle lui a manqué dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un son. « Grégoire », a-t-elle dit. Le nom est sorti à peine plus fort qu'un murmure, de la façon dont on dit quelque chose qu'on a répété en privé pendant des années,
sans jamais s'attendre à le dire à voix haute. Grégoire s'est immobilisé. Il connaissait le nom Langlois de la façon dont un homme connaît l'adresse d'une maison dans laquelle on ne l'a jamais laissé entrer. De l'extérieur seulement, un nom que Marisa avait prononcé une ou deux fois, toujours avec ce mouvement d'épaule particulier qui signifiait qu'elle portait quelque chose qu'elle avait décidé de ne pas poser. Il avait vu une seule photographie, une petite, que Marissa gardait au fond d'une boîte à chaussures. La femme sur cette photographie était plus jeune, mais la structure des os était la même, et la façon dont elle le regardait maintenant, avec le chagrin de quelqu'un qui voit une porte qu'il avait fermée se tenir ouverte dans le noir, confirmait ce que son esprit avait déjà commencé à assembler. Céleste a demandé d'un ton cassant ce qui se passait. Mireille s'est approchée de Grégoire, a regardé la chaîne à son col et a dit très doucement « Vous la portez toujours ?» Grégoire a levé la main et a refermé les doigts sur la forme sous sa chemise. Le bord d'une alliance sur la chaîne, or simple, rien d'élaboré. Il a hoché la tête une fois. Mireille s'est alors tournée vers sa fille, et l'expression sur son visage était une que Céleste n'avait jamais vue. Pas la composition soignée que sa mère portait en public, ni l'inquiétude privée qu'elle portait à la maison, mais quelque chose de plus ancien et de plus brut que l'un et l'autre, quelque chose qui avait été enfermé dans une pièce close pendant très longtemps. Avant de répondre à ça, a dit Mireille, entrez, tous les deux. Grégoire a dit qu'il n'était qu'un chauffeur, qu'il avait déposé sa passagère en sécurité et qu'il devait repartir. Mireille a tendu la main et a tenu son avant-bras des deux mains, non pour le retenir, juste pour s'accrocher. Je vous en prie, a-t-elle dit. Juste quelques minutes. J'ai besoin de savoir pour Apolline. Le nom est tombé comme une pierre dans une eau calme. Céleste a regardé sa mère et n'a pas reconnu le mot, mais en a senti le poids. Pour la première fois depuis qu'elle était sortie de cet hôtel les chaussures à la main et l'orgueil en miettes, Céleste Mercier s'est tue. Avant tout le reste, a dit Mireille avec cette fermeté qui coûte tout ce qu'une personne a, vous devez savoir qu'avant vous, j'ai eu une autre fille. Le salon du domaine Langlois était le genre de pièce qu'on arrange une fois et qu'on ne change plus, pleine d'objets qui ont vu des choses et n'en disent rien. Céleste était assise avec une tasse de café noir qu'elle ne voulait pas, mais autour de laquelle elle gardait les mains fermées, parce que cela lui donnait quelque chose à tenir, tandis que la compréhension qu'elle avait passé toute sa vie à manquer une pièce essentielle de sa propre histoire s'installait en elle lentement. Grégoire était assis près de la fenêtre, veste encore sur le dos, regardant Mireille avec l'attention de quelqu'un qui s'était demandé pendant des années à quoi ressemblerait cette conversation. Mireille l'a raconté simplement. Marisa Bonnet était née quand Mireille avait 24 ans, avant le mariage Mercier, avant le domaine et la gestion soigneuse des apparences qui accompagnèrent le nom. Quand Mireille avait épousé un Mercier, Vincent avait rendu la situation claire de la façon dont les hommes puissants des vieilles familles rendent les choses claires. Non pas avec des menaces explicites, mais avec la pression de l'attente et l'implication de ce qui serait perdu si Marisa était reconnue. Mireille s'était dit que c'était temporaire, qu'elle trouverait un moyen de garder intactes les deux parties de sa vie, et elle avait continué à se le dire jusqu'à ce que le temporaire devienne permanent et que les dégâts prennent une forme dans laquelle elle devait vivre. Marisa n'avait pas disparu en silence. Elle avait grandi intelligente, précise et en colère de la façon particulière des gens qui comprennent ce qu'on leur a fait et ont décidé d'en faire quelque chose. Elle avait étudié le droit des affaires, était entrée chez Mercier Industries sous le nom de Bonnet pour éviter d'être reconnue, et avait passé 2 ans au service juridique avant que quiconque pense à demander d'où elle venait. C'est là qu'elle avait rencontré Grégoire Lacroix, qui avait un contrat de restauration sur la flotte de voitures de collection de l'entreprise, un homme d'apparence quelconque et d'une qualité intérieure considérable. Il s'était né marié discrètement, sans aucun membre de la famille Mercier présent, parce qu'à ce moment-là, Marisa avait commencé à comprendre ce que Vincent faisait avec certaines structures Teicher financières et avait décidé que la distance avec le nom de famille était une question de sécurité. Apolline était arrivée l'année suivante, petite et lumineuse, et entièrement inconsciente d'être née dans une famille qui gérait déjà quelle version de son histoire avait le droit d'exister. Grégoire a parlé quand Mireille s'est tue. Il a dit que Marisa n'avait pas été amère envers Céleste personnellement. Elle lui avait dit une fois que Céleste avait grandi à l'intérieur du même silence dans lequel Marisa avait grandi à l'extérieur, et que toutes les deux avaient été façonnées par ce que la famille avait choisi de ne pas dire. Mais Marisa était claire sur ce qu'elle ressentait.
de la colère contre la machine de silence que Vincent et Gérard avaient mal construite pour protéger l'image de Mercier, au détriment des gens qui ne pouvaient pas se protéger à l'intérieur. Cette colère avait passé des années à devenir des preuves. Avant que la maladie ne l'emporte, elle avait rassemblé tout ce qu'elle avait trouvé dans un seul contenant, et l'avait laissé à Grégoire dans une boîte en bois, avec pour instruction de ne l'ouvrir que le jour où Céleste n'aurait plus de route à l'intérieur d'une entreprise qui la sapait discrètement. En regardant Céleste maintenant, la tasse de café et la soirée ruinée, et l'air de quelqu'un qui venait d'apprendre la forme du sol sur lequel elle se tenait, Grégoire a compris que ce jour était arrivé. Céleste a posé sa tasse, a commencé à parler, et n'a pas pu finir sa phrase. Grégoire a dit « Vous ne saviez pas. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore assis ici. » Le lendemain matin était gris et immobile. La maison de Grégoire se trouvait dans un quartier calme et populaire du nord de Paris. Une maison étroite à 2 étages, avec une entrée latérale donnant sur le garage, où ses outils étaient rangés dans un ordre propre et précis qui disait quelque chose de sa façon de penser, même quand personne ne regardait. Apolline était déjà habillée quand Céleste et Mireille sont arrivées. Une fillette de 8 ans soigneuse et maîtresse d'elle-même qui les a saluées avec la politesse mesurée d'un enfant à qui l'on a appris à être chaleureux sans être sans défense. Une voisine est apparue à la porte de derrière pour l'accompagner à l'école, et Apolline est partie sans drame, s'arrêtant seulement pour dire à son père qu'elle n'avait pas mangé les croûtes de son pain grillé et qu'elles étaient encore sur le plan de travail au cas où il les voudrait. Après son départ, la maison était silencieuse de la façon dont elle l'est quand un enfant vient de sortir, encore modelé par elle. Dans la lumière sur la table et le petit crochet à cartable près de la porte, Grégoire est allé dans le placard du couloir et est revenu avec une boîte en bois. Le genre que l'on garde quand on ne veut pas perdre quelque chose, mais qu'on ne peut pas supporter de le regarder tous les jours. Il l'a posé sur la table de la cuisine, a coupé le scotch scellé avec un cutter et s'est reculé. La lettre du dessus était écrite de la main soigneuse, légèrement comprimée, de quelqu'un formé à la rédaction juridique qui avait choisi, dans ce document, d'écrire comme une personne plutôt que comme une professionnelle. Elle était adressée à Céleste, rédigée à la 2e personne comme si elle parlait directement à travers les années à une sœur qu'elle n'avait jamais rencontrée. La première ligne disait « Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont fait ce qu'ils m'ont fait autrefois, et que tu sais enfin qu'il y avait quelqu'un ici avant toi qui a essayé de l'arrêter. » Sous la lettre se trouvèrent des chaînes de courriels imprimés, montrant des échanges entre Gérard et Larry, et un cabinet d'avocats avec lequel Mercier n'avait officiellement aucune relation, détaillant l'architecture d'une manœuvre financière conçue pour transférer les actifs les plus précieux de Mercier par des transactions qui apparaîtraient comme une simple restructuration opérationnelle. Le déclencheur du transfert était décrit comme un événement de gouvernance, un terme que Delphine Broussard, l'avocate de Céleste, a reconnu immédiatement en arrivant dans l'heure comme le langage pour le moment où une PDG est sous une pression suffisante pour signer sans comprendre pleinement ce qu'elle signe. Delphine a travaillé les documents méthodiquement. L'accord que Céleste avait été pressée de signer à l'hôtel était structurellement identique au modèle dans les dossiers de Marisa. La filiale destinée à recevoir les actifs n'apparaissait nulle part dans les registres officiels de Mercier, et Marisa avait retracé la propriété bénéficiaire à travers 2 sociétés holding jusqu'à un compte que Vincent contrôlait par l'intermédiaire d'un trust. Grégoire a mentionné Brielle Dumas, une ancienne employée des archives qui avait discrètement conservé des copies de chaînes de courriel clés quand Marisa avait été poussée dehors, refusant de les laisser disparaître. Céleste a regardé les documents, puis Grégoire, et a dit qu'elle n'allait pas signer. Grégoire a dit que c'était ce que Marisa avait espéré. Il y a une clarté particulière qui vient le lendemain d'une mauvaise nuit, quand l'alcool est parti, et que ce qu'il avait adouci a repris sa forme réelle. Céleste est retournée chez sa mère, s'est douchée, a changé pour des vêtements sans occasion attachée, et s'est assise à la table de la cuisine avec de l'eau et de l'aspirine, et l'inconfort spécifique de quelqu'un qui se souvient clairement de tout ce qu'il a dit, et ne peut pas faire autrement. Elle n'était pas, en règle générale, quelqu'un qui disait des choses qu'elle ne pensait pas. Ce qu'elle avait dit à Grégoire dans la voiture était pire que cela. Elle avait dit des choses qu'elle avait crues sur le moment. Des choses qu'elle avait absorbées d'un monde qui classait les gens selon les voitures qu'ils conduisaient, les costumes qu'ils portaient, et la façon dont ils prononçaient les noms des régions viticoles. Et elle les avait déployées contre un homme qu'elle ne connaissait pas à la pire heure de sa vie privée, calme et digne. Mireille était assise en face d'elle, et pendant un moment aucune des deux n'a parlé de façon significative. Puis Céleste a demandé à sa mère, sans colère et sans douceur, comment elle avait laissé faire.
Comment une personne permettait qu'un enfant soit retiré de sa vie, comme si cet enfant était un désagrément à gérer plutôt qu'un être humain à aimer? Mireille a répondu aussi honnêtement qu'elle le pouvait, ce qui signifiait dire des choses qui n'étaient pas confortables. Qu'elle avait eu peur, que le nom Mercier lui avait paru le seul terrain sûr disponible à l'époque, qu'elle s'était dit que Marisa était forte et s'en sortirait, et qu'elle avait continué à se le dire longtemps après que ce ne soit plus vrai. Elle a dit qu'elle n'était pas allée à l'hôpital pendant les derniers mois de Marissa, parce qu'à ce moment-là, elle avait eu peur de ce que Marissa lui dirait, et que cette peur lui avait coûté la dernière chance qu'elle avait. Céleste a écouté et a compris, de la façon dont la compréhension arrive parfois comme un poids froid plutôt que comme une révélation, qu'elle avait été formée par le même système. Le mépris qu'elle avait emporté dans la voiture de Grégoire la veille. La confiance désinvolte que sa souffrance était la seule qui comptait. Que son monde était moins réel que le sien. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait inventé. C'était quelque chose qu'on lui avait enseigné soigneusement et constamment par une famille qui avait bâti toute son identité sur le principe que les pertes de certaines personnes comptaient plus que celles des autres. Elle a appelé Grégoire depuis la cuisine, et quand il a décroché, elle a parlé sans préparation. Elle lui a dit qu'elle était désolée, et elle est entrée dans le détail. Désolée pour la remarque sur la casse. Désolée pour ce qu'elle avait sous-entendu sur son travail. Désolée pour la remarque sur Apolline qui avait été conçue pour blesser et qui avait réussi. Désolée pour tout le cadre de mépris qu'elle avait apporté dans cette voiture. Elle a dit qu'elle comprenait si des excuses ne changeaient de rien, mais qu'elle voulait qu'il les entende clairement plutôt que comme une formalité sociale. Grégoire est resté silencieux un moment, puis a dit que les excuses n'étaient utiles que si elles s'accompagnaient d'une véritable volonté d'entendre ce pourquoi on s'excusait. Pas seulement les mots dans la voiture, mais la chose d'où ces mots venaient, et ce qu'elle avait fait aux gens qui n'avaient aucun recours contre elle. Céleste a dit qu'elle ne voulait pas utiliser l'histoire de Marissa pour se donner bonne conscience. Elle a dit qu'elle voulait comprendre ce que sa sœur avait porté seule pendant des années. Après une autre pause, Grégoire a dit qu'il l'emmènerait trouver Brielle Dumas. Brielle Dumas travaillait dans une petite société de gestion d'archives dans le 15e arrondissement, une entreprise qui faisait le travail ingrat et nécessaire de maintenir les archives juridiques pour des sociétés qui ne pouvaient ne pas se permettre l'infrastructure en interne. C'était une femme compacte et attentive dans la quarantaine, qui avait l'air de quelqu'un ayant passé longtemps autour de grandes institutions et ayant appris à ne pas être impressionné par leur taille. Quand Céleste, Grégoire et Delphine sont apparus dans son bureau, elle a regardé Céleste avec une expression qui disait qu'elle savait exactement qui c'était et n'avait pas encore décidé ce qu'elle en pensait. Elle a dit qu'elle avait entendu le nom de Marissa dans le contexte de Mercier Industries exactement une fois depuis qu'elle avait quitté l'entreprise, et que c'était dans un avis juridique l'informant que ses dossiers d'emploi étaient archivés, ce qu'elle avait compris à l'époque comme un message sur ce qui arrivait aux gens qui se souvenaient trop. Grégoire a posé la clé USB de la boîte de Marisa sur le bureau devant elle. Brielle l'a regardée longtemps, puis l'a prise et l'a retournée. Et au dos, il y avait un petit symbole, une séquence de 3 traits et un point qui ne signifiait rien pour personne d'autre dans la pièce, mais que Brielle a reconnu immédiatement parce que c'était le raccourci d'organisation de fichiers que Marisa utilisait pour toutes les archives privées qu'elle tenait en dehors du système officiel. Brielle a posé la clé et a appuyé les 2 mains à plat sur le bureau, regardant le plafond un instant, de la façon dont on regarde quand quelque chose arrive qu'on pensait ne jamais revoir. « Je croyais que Gérard avait tout pris », a-t-elle dit. Elle avait son propre processus de déchiffrement parce que Marisa lui avait donné la clé des années plus tôt dans une conversation que Brielle avait comprise comme menée par quelqu'un qui savait qu'il n'aurait peut-être pas un nombre illimité de conversations restantes. La clé s'est ouverte sur une archive structurée, 7 dossiers classés par plage de date, chacun contenant un mélange de chaînes de courriels, de notes internes et de documents scannés. Brielle les a parcourus méthodiquement, et ce qu'elle a décrit pendant les 90 minutes suivantes était le récit d'une trahison institutionnelle assemblée par une seule personne travaillant seule le soir dans une entreprise qui employait des centaines d'avocats. Les courriels montraient Ted Gérard dirigeant la construction d'un cadre d'acquisition conçu pour apparaître comme une décision opérationnelle, tout en servant en réalité de mécanisme pour transférer les actifs les plus précieux de Mercier à une entité réceptrice que Vincent contrôlait. Le modèle de document que Gérard avait préparé pour l'événement déclencheur était presque mot pour mot identique à l'accord que Céleste avait reçu à l'hôtel la veille. La société destinée à recevoir les actifs transférés
était la même entité que Marisa avait retracée dans ses dossiers, toujours active, toujours immatriculée sous le même nom. Les propres copies de Brielle confirmèrent une dernière pièce. Il y avait eu un rapport de conformité interne déposé plusieurs années plus tôt par un jeune collaborateur qui avait signalé la structure de filiale comme un conflit d'intérêts potentiel. Ce rapport avait été enterré dans un dossier d'archives qui avait ensuite été mal étiqueté lors d'une migration de système, ce dont Brielle était certaine que ce n'était pas un accident. Marisa m'a dit une fois, a dit Brielle doucement, en ne regardant ni Grégoire ni Céleste, mais un point au loin qui retenait le souvenir de la conversation, que si Céleste se réveillait un jour, on devait lui donner la chance d'entendre la vérité. Céleste est restée très immobile. Elle s'était attendue à du ressentiment de la part de tout le monde dans cette pièce. Elle ne s'était pas attendue à ça. La nouvelle est parvenue à Vincent Mercier que sa nièce n'avait pas signé l'accord et rencontré un chauffeur non identifié et une avocate. Ce n'était pas un homme qui avait besoin de beaucoup de détails pour comprendre une direction, et la direction que cela prenait était une qu'il a reconnue immédiatement comme un problème. Il a fait faire des recherches à Gérard, et en quelques heures Gérard avait le nom, Grégoire Lacroix. Et quand Gérard a entendu ce nom, il est devenu ce genre particulier de silencieux que les gens deviennent quand ils rencontrent quelque chose qu'ils croyaient solidement enterré. Il a dit à Vincent que Lacroix avait été le mari de Marisa Bonnet. Vincent a demandé depuis combien de temps Marisa était morte. Assez longtemps, a répondu Gérard, pour que les dossiers soient inaccessibles. Aurait dû être, a répété Vincent. Ils ont agi rapidement de la façon dont les gens agissent quand une mécanique soigneusement conçue commence à se défaire à une couture jusqu'alors invisible. Des photographies sont apparues dans 3 médias qui couvraient dès le genre d'histoire qui n'était pas tout à fait de l'information, mais pouvaient être positionnés pour le paraître. Grégoire ouvrant la portière pour Céleste devant l'hôtel. Grégoire à la grille du domaine Langlois à minuit. Le profil de Grégoire contre la lumière. Le cadrage n'était pas explicite. Il n'en avait pas besoin. Le langage autour des photographies suffisait. Des expressions comme compagnon de nuit et chauffeur mystérieux et source proche du conseil de Mercier, conçues pour créer une association et laisser les gens fabriquer le reste. L'histoire n'était pas sur le caractère de Grégoire, elle était sur le jugement de Céleste et sur la sottise implicite d'une PDG prise dans une sorte de compromission avec un homme qui conduisait une voiture au rétroviseur fêlé. Grégoire était en colère, non pas de façon bruyante ou démonstrative, mais de la façon de quelqu'un qui a passé des années à construire une vie propre et simple, et c'est exactement ce que ce genre d'histoire peut faire à un enfant qui doit aller à l'école. Céleste était en colère d'une façon qu'elle reconnaissait maintenant. C'était ainsi que la famille avait Gassami avait toujours opéré quand quelqu'un avec des preuves s'approchait trop. Et pour la première fois, elle le comprenait comme un schéma, parce qu'elle l'avait maintenant vu appliqué à 2 femmes différentes de sa propre famille. Mireille Langlois, qui avait passé 30 ans à choisir le silence comme forme d'autoprotection, a fait quelque chose qui lui a coûté exactement de la façon dont elle avait toujours eu peur de payer. Elle a publié une courte déclaration écrite par l'intermédiaire de son avocat personnel qui disait simplement « Grégoire Lacroix est le conjoint survivant de ma fille, Marisa Bonnet, décédée il y a plusieurs années, et le père de ma petite fille. Il fait partie de la famille. » La déclaration était précise et ne contenait aucune accusation, mais son effet a été immédiat parce qu'elle a réorienté toutes les questions. L'histoire n'était plus sur ce que la présence de Grégoire signifiait pour la réputation de Céleste. La question était maintenant de savoir pourquoi Mireille Langlois n'avait jamais reconnu publiquement une fille, et pourquoi le veuf de cette fille avait été présenté comme un scélérat dans les 48 heures suivant son contact avec la famille Mercier. Vincent avait perdu l'initiative, mais il avait encore la réunion du conseil d'administration prévue, et il avait encore une salle pleine de gens qu'il avait passé des mois à préparer. Delphine rédigeait une requête en référé. Brielle organisait la documentation. Grégoire était assis avec la question de savoir si le nom de Marisa, qu'il avait protégé soigneusement et discrètement pendant des années, allait devenir le centre de quelque chose de grand et de public. Mireille lui a dit dans la cuisine de sa maison, les mains autour d'une tasse de thé, « La cacher, c'est ce qui l'a blessé. Je ne le ferai plus. » Le conseil s'est réuni un vendredi matin dans la salle de conférence exécutive de Mercier Industries. Une salle conçue pour faire sentir aux gens qui s'y asseyent que les décisions prises là étaient la conséquence naturelle de l'ordre plutôt que du pouvoir et de l'arrangement. Vincent était arrivé tôt. Gérard avait les documents étalés.
L'ordre du jour prévoyait un vote formel pour ratifier l'accord que Céleste n'avait pas signé à l'hôtel, et il y avait 7 membres présents qui avaient été orientés vers une disposition favorable par la combinaison particulière d'influence et de conséquences implicites de Vincent. Céleste est entrée avec Delphine à ses côtés, Mireille derrière elle, et Grégoire, qui avait demandé 2 fois si sa présence servait à quelque chose, et à qui Céleste avait répondu les 2 fois que oui. La salle a enregistré chaque arrivée avec soin. Delphine comme une quantité adverse, Mireille comme une complication inattendue, et Grégoire comme quelque chose exigeant un second regard de la part de tous ceux qui avaient vu les photographies ce matin-là. Céleste ne s'est pas assise en arrivant à sa chaise. Elle a posé une photographie face visible au centre de la table. Une petite, de la boîte de Marissa, montrant une femme à un bureau regardant un document avec la concentration de quelqu'un qui s'assure de n'avoir rien manqué. Puis elle a tiré la chaise à sa gauche, loin de la table, l'a laissée vide et a dit « Avant que cette réunion commence, les gens dans cette pièce doivent de savoir qui a essayé le premier d'arrêter ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. » Vincent a dit que les affaires de famille n'avaient aucun rapport avec un vote de gouvernance. Delphine a répondu que Marisa Bonnet avait été membre du service juridique de Mercier pendant 2 ans, qu'elle avait documenté la structure de transaction actuellement devant le Conseil, et que son analyse avait été étouffée, et son emploi terminé par un processus que Gérard avait géré spécifiquement pour protéger l'arrangement qu'ils étaient réunis pour ratifier. Brielle a ouvert son ordinateur portable et a fait parcourir à la salle les documents dans l'ordre, du premier courriel établissant le cadre jusqu'à la version la plus récente de l'accord, démontrant leur continuité structurelle. Plusieurs membres du Conseil qui avaient été orientés vers la position de Vincent se sont penchés en avant. Tous n'avaient pas pleinement compris ce qu'ils étaient en train de ratifier, et le comprendre maintenant avec une professionnelle de la conformité dans la pièce et un nom sur un bout de papier sur la table changeait le calcul. Mireille a parlé brièvement. Elle a dit que Vincent lui avait dit des années auparavant que reconnaître Marissa nuirait à la famille et à l'entreprise, qu'elle l'avait cru, et que sa fille, comme son entreprise, avait dit frôler la destruction à cause de ce qu'elle lui avait permis de construire au nom de la protection. Quand un membre du conseil a demandé à Grégoire pourquoi il avait gardé les dossiers de Marissa pendant tant d'années, il a répondu sans hésiter. Parce que ma femme n'est pas là pour entrer elle-même dans cette pièce, alors j'ai tenu la porte ouverte jusqu'à ce que quelqu'un puisse le faire. Personne n'a parlé. La photographie sur la table, la chaise vide. Les mains de Céleste à plat devant elle, la salle retenait tout cela. Céleste a refusé de signer. Delphine a déposé une demande formelle d'enquête indépendante sur le conflit d'intérêts représenté par la propriété bénéficiaire de Vincent sur l'entité destinée à recevoir les actifs transférés. 3 des 7 membres du Conseil ont indiqué qu'ils ne voteraient pas la ratification dans les conditions actuelles. La ratification a échoué. Vincent Mercier est resté très immobile au bout de la table et n'a rien dit du tout, ce qui était, à sa façon, une sorte d'aveu. Delphine a déposé la requête en référé au tribunal judiciaire le vendredi après-midi, et lundi une ordonnance de référé avait été accordée interdisant tout nouveau transfert ou grève des principaux actifs industriels de Mercier pendant 60 jours dans l'attente de l'enquête. L'expert indépendant nommé par le tribunal était un cabinet d'expertise comptable sans relation antérieure avec Mercier, et il a commencé son travail méthodiquement, et sans théâtre. En 3 semaines, la structure de propriété bénéficiaire que Marisa avait retracée à travers 2 sociétés holding avait été indépendamment vérifiée. L'entité réceptrice, immatriculée sous un nom qui suggérait une société immobilière régionale, listait le trust de Vincent comme bénéficiaire principal à travers une chaîne de véhicules intermédiaires que Gérard avait conçue avec l'intention spécifique de s'assurer que rien de visible dans un seul document ne pointait directement vers Vincent. Ça avait été une conception soignée, mais les documents conçus pour survivre à un examen isolé sont différents des documents qui doivent survivre à un examen en séquence, et Marissa avait passé 2 ans à assembler la séquence. Grégoire a fourni à l'expert nommé par le tribunal un inventaire complet des matériaux de la boîte de Marisa, y compris les notes manuscrites qu'elle avait tenues comme journal personnel pendant la période où elle était sous pression pour arrêter son enquête interne. Les notes ne décrivaient pas de confrontation dramatique. Elles décrivaient une pression incrémentale appliquée par des mécanismes institutionnels. L'accès à certains systèmes de classement discrètement révoqués, son entretien annuel avancé et conduit par Gérard personnellement, sa couverture santé classée comme provisoire dans l'attente d'un contrôle de conformité qui n'avait aucune base légitime, et une réunion dans laquelle on lui avait dit, par implication soigneusement construite, que la licence professionnelle de son mari pourrait être soumise à des contestations si elle continuait.
Elle avait écrit en bas d'une entrée: Ce n'est pas un combat qu'ils mènent avec des menaces. Ils le mènent en rendant soudainement incertaine chaque chose ordinaire de votre vie. Céleste a lu ces notes à 2 heures du matin dans son propre appartement et est restée longtemps avec elle. Le système qu'elle avait hérité avait fait cela à une femme qui était sa propre sœur, avait démantelé la vie ordinaire de Marisa pièce par pièce en échange du silence, et l'avait fait assez efficacement pour que Céleste dirige l'entreprise pendant 4 ans sans savoir que Marisa avait jamais existé. Elle n'était pas l'architecte de ce système, mais elle l'avait occupé, en avait bénéficié, et avait accepté sa version des événements sans question. Et c'était une responsabilité d'un genre différent de la conspiration. Mais c'était encore une responsabilité. Vincent Mercier a été suspendu de tous les comités du Conseil dans l'attente de la conclusion de l'enquête. Gérard Hélary a présenté sa démission de son rôle de conseil et a pris ses propres avocats. L'accord a été formellement annulé. La structure de filiale a été démantelée. Dans le communiqué interne que Céleste a envoyé à la direction de l'entreprise la semaine suivante, elle a reconnu qu'une ancienne membre de l'équipe juridique de Mercier avait identifié ces risques des années plus tôt et avait été licenciée plutôt qu'entendue, et que ce résultat était quelque chose que l'entreprise devait à cette personne de prendre au sérieux. Le communiqué nommait Marisa Bonnet. C'était la première fois que ce nom apparaissait dans un document officiel de Mercier. Mireille, le lisant sur son téléphone dans son salon, a croisé les mains sur ses genoux et a fermé les yeux très longtemps. Céleste est allée au garage un mardi après-midi sans chauffeur, ni assistante, ni aucune de l'architecture habituelle de sa vie professionnelle. Grégoire travaillait sous un coupé levé quand elle est arrivée, visible seulement comme une paire de bottes et une paire de mains sous le châssis, et elle s'est tenue près de l'entrée en prenant la mesure de l'espace. Les outils sur leurs crochets, le sol de béton propre, la radio basse jouant une station de country, la tasse de café sur l'établi qui avait refroidi et n'avait pas été finie parce qu'il n'avait pas eu un instant pour y revenir. La vieille berline était garée le long du mur du fond. Céleste la regardait longtemps sans détourner les yeux. Grégoire est sorti de sous le pont, l'a vue et s'est redressé sans cérémonie ni froideur. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon d'atelier. Céleste a dit qu'elle était encore désolée, et cette fois elle est entrée dans le détail, point par point, la remarque sur la casse, les sous-entendus sur son gagne-pain, la remarque sur Apolline, tout le cadre de mépris qu'elle avait apporté dans cette voiture, et qui n'avait pas été sur lui spécifiquement, mais qui avait atterri complètement sur lui. Elle a dit qu'elle comprenait qu'une deuxième série d'excuses suivant une première pouvait commencer à ressembler à une performance, et qu'elle n'était pas intéressée à ce que cela ressemble à cela, c'est pourquoi elle était dans un garage plutôt que d'envoyer une assistante avec un mot. Grégoire a écouté sans l'interrompre. Il a dit qu'il n'avait pas anticipé les premières excuses et ne savait pas trop quoi faire des secondes, mais que ce que Céleste choisirait de faire par la suite importait considérablement plus que n'importe quel nombre d'excuses livrées dans l'abstrait. Il a dit que Marisa avait passé 2 ans à essayer de changer quelque chose de l'intérieur d'un système qui répondait à la pression interne en écartant la personne qui l'exerçait. Et la seule chose qu'elle lui avait dit qu'elle espérait, de cette façon tranquille qu'elle avait de dire les choses importantes, c'était que l'entreprise qu'elle avait aimée puisse un jour fonctionner d'une façon qui rende ce qui lui était arrivé moins possible pour quelqu'un d'autre. Céleste lui a parlé du fonds qu'elle avait décidé de créer, une structure de soutien juridique pour les salariés signalant des manquements financiers, spécifiquement conçue pour protéger ses salariés du genre de pression institutionnelle qui avait été utilisée contre Marisa. Elle a dit qu'il s'appellerait le fonds Marisa Bonnet pour l'intégrité juridique, non pas comme un geste, mais parce que le nom appartenait dans ce contexte, et en avait été absent trop longtemps. Grégoire n'a rien dit un moment. Puis il a dit qu'il avait une condition, qui était que si le fonds devait porter le nom de Marisa, il devait être bâti sur ce en quoi Marisa avait réellement cru, et non sur ce qui faisait bien paraître l'entreprise dans un communiqué. Céleste a dit qu'elle comprenait la différence. Grégoire a hoché la tête. Il n'a demandé ni compensation, ni reconnaissance, ni rien qui puisse être converti en monnaie. Il a seulement demandé que le dossier montre que Marisa avait eu raison. Mireille est arrivée chez Grégoire un dimanche matin portant une boîte en carton, le genre que l'on apporte quand on essaie d'offrir quelque chose de réel et qu'on a réfléchi soigneusement à ce à quoi le réel ressemble en pratique. Il n'y avait pas de grand cadeau, pas d'offrande de paix élaborée, pas de tentative monétaire de compresser des années d'absence en un seul après-midi. La boîte contenait des photographies. Marisa a 10 ans, Marisa a 17 ans avant un concours de débat au lycée,
Marisa en robe de remise de diplôme de la faculté de droit, Marisa dans le petit appartement où elle avait vécu pendant les années où elle cherchait qui elle était, et où le nom Mercier ne lui était pas disponible comme identité. Mireille les avait gardés dans un tiroir fermé à clé pendant des années, les sortant parfois en privé, puis les remettant parce que les regarder était la seule forme de contact qu'elle s'était autorisée. Grégoire l'a fait entrer. Apolline était à la table de la cuisine en train de terminer un dessin, et a levé les yeux avec l'intérêt évaluateur franc d'une fillette de 8 ans, à qui l'on a dit qu'une nouvelle personne venait, et qui a formé sa propre évaluation préliminaire. Grégoire a présenté Mireille simplement comme la mère d'Apolline, ce qui était aussi exact et simple qu'il était possible de l'être. Apolline a étudié Mireille un moment avec les mêmes yeux que sa mère avait eus, cette nuance particulière de brun que Grégoire avait passé 8 ans à regarder se déplacer sur le même visage en plus petit. Puis Apolline a demandé si la boîte contenait des photos. Mireille l'a ouverte. Elles ont regardé les photographies ensemble à la table de la cuisine, Apolline et Mireille, avec Grégoire debout dans l'embrasure de la porte, regardant, et ne se faisant pas encore confiance pour les rejoindre. Apolline a trouvé une photographie de Marisa à peu près de son âge, avec des dents de devant manquantes et plissant les yeux au soleil, et l'a tenue à côté de son propre visage pour que Mireille compare. Mireille a dit, avec une fermeté qui lui coûtait quelque chose de visible, que la ressemblance était remarquable. Apolline a dit qu'elle le savait parce que son père le lui avait toujours dit. Elle l'a dit de la façon dont les enfants énoncent des choses autour desquelles les adultes ont soigneusement tourné comme un simple fait. Mireille a dit tranquillement à Grégoire qu'elle comprendrait s'il estimait que sa réapparition était trop tardive et trop mince pour être accueillie, et qu'elle accepterait quelles que soient les conditions qu'il choisirait de poser. Il a dit qu'elle ne pouvait rien défaire, et qu'il n'avait pas élevé Apolline en s'attendant à ce que quelqu'un du côté langlois apparaisse. Donc il n'y avait pas de place particulière dans l'architecture de leur vie que Mireille était destinée à remplir. Mais il y avait de la place si elle voulait être présente, constante et patiente. Et constante était le mot important. Elle a dit qu'elle comprenait. Céleste est arrivée vers la fin de la matinée, ayant sous-estimé le temps qu'il faudrait pour trouver l'adresse. Elle est entrée discrètement et s'est tenue près de la porte de la cuisine, incertaine de la façon d'entrer dans une scène déjà en cours. Apolline a levé les yeux des photographies et l'a évaluée. « C'est vous la dame qui était ivre dans la voiture de mon papa ?» Céleste a dit oui. Apolline a dit que son père lui avait raconté ça, et que la dame avait dit quelque chose de méchant sur la voiture. Céleste l'a confirmé et a dit qu'elle travaillait à devenir une meilleure version d'elle-même que celle de cette nuit-là. Apolline a considéré cela un moment, puis a dit « Vous devriez probablement vous excuser aussi auprès de la voiture. » Céleste a ri, le premier rire depuis des jours qui n'avait rien de difficile à tâcher. Elle a traversé la cuisine, est passée par la porte latérale ouverte dans le garage, a posé la main sur le capot de la vieille berline et a dit « Je suis désolé. Tu m'as emmené là où j'avais besoin d'aller. » Plusieurs mois plus tard, Mercier Industries a rendu publiques ses conclusions. Vincent Mercier écarté de toutes les positions de direction dans l'attente de procédures civiles. Gérard et Larry confrontés à une action civile pour multiples chefs de conflits d'intérêts et de suppression de documents. La structure de filiale formellement dissoute et le cadre de gouvernance en révision complète par un comité de surveillance indépendant qui incluait pour la première fois un siège désigné pour un représentant des salariés sans affiliation au conseil. Céleste avait insisté sur cette dernière partie. Elle avait insisté sur plusieurs autres choses avec lesquelles les membres restants du conseil n'étaient pas entièrement à l'aise, et elle avait rendu claire sa position sur leur inconfort. L'annonce interne était prévue un jeudi matin, et Céleste en avait écrit la plus grande partie elle-même au cours d'une série de soirées tardives, rejetant plusieurs versions parce qu'elle commençait par la performance financière ou le positionnement stratégique. La version finale commençait par le nom de Marisa Bonnet. Elle décrivait ce que Marisa avait trouvé, ce qu'elle avait essayé d'en faire, et ce que cela lui avait coûté. Elle décrivait sans euphémisme les systèmes qui avaient rendu possible de faire taire une personne qui avait eu raison. Elle disait que le standard de cette entreprise à l'avenir n'était pas celui qui avait permis que cela arrive. Grégoire était assis au fond de la salle, non présenté, non inscrit, non invité à parler. Ça avait été sa condition. Mireille était assise 3 rangs devant lui, à côté du siège d'allée vide où elle avait placé la photographie de Marisa dans son cadre, face visible, appuyée contre le dossier de la chaise. Apolline était à l'école. Elle apprendrait ce que sa mère avait fait quand elle serait assez grande pour le porter comme une histoire plutôt que comme un fardeau. Après que la salle se soit vidée,
Céleste a trouvé Grégoire au fond et a dit qu'elle prenait le reste de la journée loin du bâtiment et avait demandé à son service de voiture habituel d'annuler. Elle a demandé s'il prenait des courses cet après-midi. Il a dit qu'il avait conduit Mireille et qu'une fois l'après-midi terminé, il l'a ramenée avec Apolline. Céleste a dit qu'elle n'avait pas besoin de monter. Grégoire a dit qu'il y avait de la place. Ils sont sortis ensemble dans l'air gris de novembre, et la vieille berline était garée au bord du trottoir en bas des marches, exactement là où une voiture comme ça se trouve toujours. Non annoncée, non décorée, juste là et égale à ce qu'on lui demandait. Céleste s'est arrêtée en bas des marches et l'a regardée. Puis Grégoire a dit : « Le siège avant est libre si vous voulez. » Céleste a ouvert la portière et est montée. Sur le trajet à travers la ville, elle a regardé Paris défiler derrière la vitre comme elle l'avait fait cette première nuit. Mais cette fois en plein jour, et cette fois dans un silence qui n'était pas inconfortable, et cette fois en sachant la route qu'ils avaient déjà parcourue. Elle a dit : « Cette nuit-là, je pensais que vous me rameniez juste chez moi. » Grégoire a gardé les yeux sur la route et a répondu : « Non. Je vous conduisais vers la vérité qui vous attendait. » Et la vieille berline a avancé dans les rues de fin de matinée de Paris, transportant une femme qui en avait autrefois ri depuis l'auvent d'un hôtel, à travers la ville, à travers tout ce que la nuit avait coûté et tout ce que les mois avaient rendu, vers une vie plus petite, plus honnête et considérablement plus réelle que celle dans laquelle elle était montée cette première nuit de pluie, quand elle avait regardé un rétroviseur fêlé et une veste fanée, et avait cru déjà tout savoir de l'homme derrière le volant. Dans la vie, nous jugeons trop souvent les autres à travers le prisme de notre orgueil et de nos apparences. Nous rions d'une vieille voiture, d'une veste usée, d'un métier modeste, convaincus que notre monde est le seul qui compte. Pourtant, derrière ce regard méprisant se cache parfois la vérité la plus précieuse, celle qui peut tout changer. Le véritable enseignement est là. La dignité ne se mesure ni au compte en banque, ni au titre, ni à la marque de la voiture. Elle se mesure à la façon dont on protège ce qu'on aime, à la loyauté silencieuse, à la capacité de tenir une porte ouverte pendant des années pour que la vérité puisse enfin entrer. Quand l'orgueil tombe, quand les masques se fissurent, on découvre que les personnes que l'on a sous-estimées portaient en elles les clés de notre propre libération. Cette leçon nous rappelle aussi le prix terrible du silence. Cacher une douleur, renier une part de soi ou d'un être cher pour préserver une image, c'est bâtir une prison pour soi-même et pour les autres. Le courage, c'est d'ouvrir les yeux, de reconnaître ses torts, de dire « je suis désolé » avec sincérité, et de choisir enfin la lumière plutôt que le confort des mensonges. Chaque fois que nous croisons quelqu'un que la société range dans la catégorie « moins important », demandons-nous « et s'il était le messager d'une vérité dont j'ai besoin ?» Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à vos propres jugements, ou à une vérité que vous avez peut-être trop longtemps gardée enfermée, laissez un commentaire juste en dessous. Dites-moi quel moment vous a le plus bouleversé. Et si vous voulez continuer à recevoir des récits qui parlent au cœur et rappellent l'essentiel, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Votre présence compte. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.